Je suis content d'avoir à parler de ce sujet donc, qui va tourner autour des films d'horreur des années, on va dire 68, 80, enfin on va dire, entre la fin des années 60 et la fin des années 70, qui est une période à la fois cruciale et riche pour ce cinéma-là. Moi, je ne fais pas forcément de hiérarchie d'ailleurs entre le cinéma de genre et ce qui n'est pas le cinéma de genre, mais en même temps, il faut quand même remarquer que ça constitue une sorte quand même de bloc, c'est pas homogène, mais en tout cas voilà, qui en plus avec des circulations entre les cinéastes, notamment sur le plan musical. Enfin, voilà, il y a un moment, il y a un univers qui s'est développé à cette période-là, en particulier musicalement, qui d'ailleurs est un univers qui a beaucoup d'impact sur des compositeurs qui travaillent aujourd'hui. Je pense en particulier à un compositeur qui est venu, je crois, faire une conférence aussi ici, Rob, qui travaille sur des films d'horreur, mais pas seulement, qui est un grand amateur justement de toutes ces musiques des années 70 et notamment de certaines d'entre elles dont je vais parler aujourd'hui. Alors, avant d'arriver, disons, à ce qui est un peu l'acte fondateur de cette période-là, c'est-à-dire La Nuit des Morts Vivants, qui est bon, un film célèbre mais important. Je voulais faire une petite, très très brève généalogie de ce qui s'est passé avant, disons, dans le cinéma d'horreur ou dans ce qu'on a appelé plutôt le cinéma fantastique, d'un point de vue musical. En faisant un ou deux prélèvements rapides, on va dire que ça commence dans les années 30. Enfin, il y a évidemment des films avant, Nosferatu et tout ça. Enfin bon, voilà, c'est une autre histoire. Dans les années 30, il y a un peu le moment du studio Universal où on a un certain nombre de films de monstres, notamment les Frankenstein et les Dracula, qui sont des films classiques maintenant. Et du point de vue musical, je pense particulièrement à ce qui est peut-être le chef-d'œuvre de la période, c'est-à-dire La Fiancée de Frankenstein de James Whale. On est sur une esthétique, on va dire, gothique, avec malgré tout une dimension orchestrale assez marquée, des compositeurs qui travaillent aussi pour d'autres types de films, en particulier Franz Waxman, qui est un compositeur d'origine européenne, comme beaucoup de compositeurs qui travaillaient à Hollywood à l'époque, et qui compose une musique souvent où il y a beaucoup de cuivre, avec pas mal d'effets de suspense et des effets de peur qui viennent évidemment intensifier de façon très classique, on pourrait dire, la terreur supposée des spectateurs. Bon, ça c'est un premier moment qui est assez marquant, avec des partitions souvent assez brillantes, mais dans une esthétique très, comment dire, très marquée. Voilà. Alors, il y a un deuxième moment important qui est le moment, disons, Hammer Film, c'est-à-dire les Anglais, à partir de, disons, du milieu des années 50 jusque dans les années 70. C'est un moment plus long et dont le cinéaste le plus marquant est Terence Fisher. Et là, la musique joue un rôle aussi très important. Et finalement, je me suis aperçu en réécoutant, sans forcément revoir des extraits, mais simplement en réécoutant des musiques d'une manière un peu rapide, que c'était une esthétique, dans un premier temps, qui était assez dans la continuité de ce qui se faisait dans les années 30, paradoxalement. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait pas eu une rupture profonde. De toute façon, les premiers films Hammer faisaient aussi référence, du point de vue du gothique, à cette période-là. Et les musiques, au fond, sont assez semblables ou assez dans la continuité. Simplement, avec l'évolution, disons, des années 60, voire des années 70, on a des musiques de plus en plus pop au fur et à mesure que le genre ou mute. Et malgré tout, on a ce studio Hammer passe, disons, du gothique flamboyant du début à quelque chose de plus proche du cinéma d'horreur, tel que je vais le décrire aujourd'hui. Et puis il y a un troisième moment qui est un moment clé, on le sait, sur un film extrêmement célèbre, mais à la fois musicalement et du point de vue de l'esthétique, c'est Psychose, bien sûr, avec la musique de Bernard Herrmann. Alors Bernard Herrmann, j'y reviendrai de façon ponctuelle, mais c'est un compositeur, c'est le compositeur d'un certain nombre de films marquants d'Hitchcock, mais pas seulement, et c'est un compositeur qui de toute façon a toujours eu à voir avec la peur, de façon déjà dans les années 40, avec des films qui sont des films gothiques, films noirs gothiques de la période, une période aussi très intéressante. Et puis dans Psychose, avec cette partition très à la limite de la dissonance, avec ces effets de répétition, d'ostinato que Herrmann aimait beaucoup, et évidemment ce moment particulièrement connu et particulièrement important, qui est la scène de la douche, que je ne vous montrerai pas parce que vous la connaissez par cœur, où là on a un mélange entre ces stridences
qui évidemment évoque les coups de couteau et les cris de Marion Crane, donc Janet Leigh, qui se mélangent à la musique au point qu'on ne sait plus exactement ce qui relève du bruit, du cri et de la musique entre guillemets orchestrale. Et ça, c'est quelque chose qui est très novateur et qui va influencer durablement, je dirais, l'esthétique musicale et sonore, parce que je ne pense pas qu'il faille séparer les deux, donc des films qui viendront après. Alors, j'en viens. Il y a pas mal d'extraits, je vous rassure. Je ne vais pas parler sans images. J'en viens au premier film que j'avais choisi pour donc comme étape marquante du genre. C'est La Nuit des Morts Vivants, donc le premier film de George Romero, qui est un film clé dans l'histoire du cinéma américain, on pourrait dire, pas simplement du cinéma d'horreur, lié à la guerre du Vietnam, cette invention des zombies qui existait déjà avant, mais qui prenait une forme, on va dire, moderne, et une esthétique alors qui est intéressante, c'est-à-dire que c'est en noir et blanc, c'est un film qui a été fait avec très peu d'argent. J'ai lu 114 000 $, ce qui était dérisoire pour l'époque, fait par un groupe de gens de Pittsburgh qui était vraiment dans un cinéma très indépendant. Bon, ça a été un énorme succès, un film qui a eu beaucoup d'impact. Et du point de vue... Alors, le nom du compositeur, d'ailleurs, varie selon les sources. J'ai trouvé un certain Scott Vladimir Litsina, dont je n'ai trouvé trace nulle part ailleurs. Bon, peut-être que parmi vous, il y a des érudits dans ce domaine qui viendront me corriger, mais j'avoue que j'ai pas eu beaucoup d'informations sur ce compositeur qui est peut-être un prête-nom d'ailleurs, j'en sais rien. Alors, je propose qu'on voit un extrait, qu'on voit le premier extrait de façon à ce que je puisse, qui est assez long et qui est un extrait vraiment un peu, on va dire, symptomatique de ce qu'est La Nuit des Morts Vivants. Karine. Oh, bébé. Bébé. La bande-son est un peu fruste du point de vue technique, c'est un film qui mériterait d'être restauré dans les meilleures conditions, mais je crois que c'est pas vraiment le cas. En tout cas, les copies que j'ai trouvées étaient jamais... bon, voilà, elles étaient un peu comme ça devait être à l'époque. Alors, je dirais que c'est un extrait qui montre que le film, du point de vue sonore et musical, a un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde, si on peut dire, de l'horreur. Il y a l'ancien monde, c'est cette esthétique musicale qu'on entend d'ailleurs de manière un peu difficile parfois. Ça, c'est très saturé quand même, la bande son. On est proche justement de l'esthétique dont je parlais avant, c'est-à-dire une esthétique de la peur à base de cuivre. Voilà, une sorte de. C'est assez proche de l'esthétique des films Universal des années 30 finalement, là encore. Et par ailleurs, ce que je constate sur cet extrait, c'est l'utilisation d'effets électroniques qui amplifient, en particulier au moment où la fille poignarde sa mère, et sa fille devenue zombie, bien sûr, où là, il y a cette amplification du cri avec un effet électronique d'époque, mais qui est déjà assez marquant et marqué, et ça revient un peu dans la deuxième partie de l'extrait. Dès qu'on est dans la cave, il y a quelques effets. Et puis, évidemment, il y a tout ce jeu sur les cris, mais aussi sur ce bruit, ce
espèce de brouhaha permanent que font les zombies dans la maison avec les meubles, espèce de choses comme ça, assez très saturées comme ça, et qui fait que le spectateur est sous un effet de stress, pas simplement à cause des images, mais à cause du son également, à cause de la musique. C'est vrai que c'est un élément, c'est pour ça que dans le cinéma d'horreur, la musique et le son sont tellement importants, parce que de toute façon, c'est vrai, même je pense pour l'ensemble du cinéma, mais en particulier pour ce genre-là, parce que c'est comme ça quand même que le spectateur est conditionné à la peur d'une certaine façon et à la terreur, beaucoup plus presque parfois que par l'image elle-même. En tout cas, l'image en son, ça ne fonctionnerait pas. Et on sent avec les moyens du bord, parce que c'est quand même un film qui a été très bricolé. C'est drôle d'ailleurs parce que on dit que c'est un film qui a une esthétique documentaire, c'est pas faux. Il y a un côté reportage un peu parfois dans la manière de filmer en noir et blanc, le côté actualité. Et en même temps, la musique, elle joue pas du tout cette carte-là. Elle est déjà dans une espèce de stylisation de toute façon qui va presque à l'encontre de cette dimension documentaire. C'est un moment crucial, en tout cas du point de vue esthétique global, de ce cinéma d'horreur. Ça ouvre une nouvelle ère, et notamment une ère de film à petit budget. Et donc 5 ans après va arriver un film que peut-être certains d'entre vous effectivement ont vu tout à l'heure ici même, Massacre à la tronçonneuse, qui va être un peu plus cher, parce que j'ai lu que c'était 140 000 $. Donc on a une légère montée en puissance du point de vue budgétaire. Et c'est Toby Hooper. Et là, c'est un cas particulier, en tout cas dans le cinéma d'horreur, puisque c'est lui-même qui va concevoir la bande-son et la musique de son film avec l'aide d'un ami à lui qui s'appelle Wayne Bell, avec lequel il retravaillera d'ailleurs sur un des films suivants assez rapprochés qui s'appelle Le Crocodile de la Mort et qui est beaucoup moins intéressant que Massacre à la tronçonneuse. Et alors là, dans le cas de Toby Hooper pour Massacre à la tronçonneuse, on est dans un cas de figure assez particulier, puisqu'il s'agit d'une conception sonore autant que musicale. Toby Hooper se réclame de l'électroacoustique, donc ça veut dire qu'il avait vraiment beaucoup plus tard, dans des entretiens qu'il a pu donner, ça veut dire qu'il avait vraiment une conscience assez aiguë de ce qu'il faisait. C'est toujours pareil. C'est pourquoi il a fait lui-même la musique, c'est par manque d'argent. C'est parce qu'il n'avait pas les moyens de demander à un compositeur, voilà. Et du coup, il s'est retrouvé à bricoler une bande son qui est devenue culte, parce que c'est une bande son qui n'est pas du tout mélodique, qui n'a rien à voir avec, disons, une musique de film au sens où on l'entend traditionnellement, mais qui travaille vraiment sur la matière sonore d'une façon. Alors là aussi avec cette dimension d'électronique, mais aussi un peu fruste, et avec une façon d'immerger le spectateur dans un univers là aussi qui crée peut-être encore davantage que l'image, même si l'image y contribue largement aussi, en fait, qui crée quand même un stress chez le spectateur assez puissant. D'ailleurs, c'est assez intéressant de revoir Massacre à la tronçonneuse aujourd'hui, parce qu'à une époque où le gore, aujourd'hui, est devenu plus qu'explicite suite à cette période-là, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de choses sont hors champ dans le film de Toby Hooper. On voit pas tellement il n'y a pas tant d'hémoglobine que ça, et il n'y a pas tant de séquences qui sont filmées on va dire plein pot, comme parfois ça l'est aujourd'hui. Donc il y a un jeu aussi avec le cinéma auquel le son participe d'une manière très forte et très essentielle, on pourrait dire. Donc je propose qu'on lance le deuxième extrait, qui est plus court que celui de la Nuit des Morts Vivants, et qui malgré tout marque une étape assez décisive dans cette esthétique-là.
vous étiez venu en connaissance de cause, donc j'imagine que vous n'êtes pas surpris d'avoir ce type d'extrait. Enfin, j'ai pas choisi l'extrait le plus traumatisant, mais en même temps, c'est quand même un moment particulier dans le film où un des personnages, donc on va dire du groupe des hippies entre guillemets, découvre voilà cet univers totalement macabre et finalement presque plus terrifiant que l'atelier lui-même qu'on va avoir après, où il y a quand même des crocs de boucher et ainsi de suite. Bon, c'est une bande son complètement bizarre et qui reste assez incroyable aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est devenue culte, parce qu'on a l'impression qu'elle émane d'une certaine façon de l'intérieur de l'image. C'est comme si les objets, enfin cette espèce d'univers, je sais même pas comment le décrire, de squelettes, de plumes, voilà, enfin de cet univers-là, de cette espèce de matière vraiment déplaisante, émanait voilà ces sons, cette musique qui ressemble à je disais de la musique électroacoustique, mais on dirait presque de la musique tibétaine par moment. Il y a beaucoup de percussions, c'est une musique à base de percussions de façon générale avec des effets électroniques d'amplification. J'ai lu qu'il avait aussi travaillé avec des crissements de fourchettes par exemple, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un travail voilà de matière sonore qui ressemble vraiment, quand je disais l'électroacoustique, quelque chose qui n'a rien à voir, qui est très éloigné a priori. Donc cette école plutôt française de compositeurs qui travaillaient avec la matière sonore, dont Pierre Schaeffer était le gourou et le père fondateur, on va dire, Pierre-Henri le plus connu. Bon, on n'est pas très éloigné de cette esthétique-là, mais d'une manière beaucoup plus sauvage, c'est le moment de le dire, dans tous les sens du terme, et avec quelque chose voilà, de complètement unique. Alors d'ailleurs, sur les films où il s'est réessayé à faire de la musique après, Toby Hooper avec son camarade Wayne Bell, notamment Le Crocodile de la Mort, mais également Le Massacre à la tronçonneuse 2 qui doit dater de 86, il est allé vers quelque chose de plus mélodique et il n'était pas si doué que ça pour la mélodie et du coup c'est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins efficace que cette espèce de voilà je ne sais pas comment, encore une fois, de rumeurs indescriptibles, de déploiements voilà, de bruits bizarres et plus inquiétants les uns que les autres, mais qui ne jouent pas non plus sur... c'est pas la même histoire que, disons, dans les films traditionnels d'horreur des années 50 ou des années 30. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus ambiant, on pourrait dire, de beaucoup plus horizontal. Il n'y a pas cet effet de crescendo qu'on a dans les musiques en général, donc orchestrales, à base de cuivre dont je parlais tout à l'heure. Là, on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui est du coup ultra novateur, qui n'a pas été vraiment repris tel quel tant que ça, mais qui a marqué d'une façon vraiment assez hallucinante les esprits, presque autant que je dirais l'image elle-même. Bon, le film a été interdit pas mal de temps en France pour devenir finalement un classique, mais il avait quand même été présenté à la quinzaine des réalisateurs, je crois en 75 ou 76, malgré tout. Donc ça veut dire que c'était quand même un film qui avait été repéré comme étant pas simplement un objet, un film d'exploitation classique, mais aussi comme un film d'auteur très particulier. Mais bon, il y a une vision évidemment comme on dit de l'Amérique des rednecks, qui fait écho un peu à celle que Boorman avait donnée dans Délivrance pas longtemps avant. Et puis il y a cette espèce d'enterrement, on pourrait dire, de l'idéal hippie dans le film, avec voilà cette façon de piéger ces 5 personnages dans cet univers complètement bizarre. Et évidemment, il y a les cris, notamment le cri de ce personnage au masque qui s'appelle Leatherface, qui participe très largement Il y a évidemment aussi ce que je n'ai pas mentionné, même si on l'entend pas dans cet extrait, c'est le bruit de la tronçonneuse qui joue un rôle décisif dans le film, évidemment, et que visiblement Toby Hooper avait choisi avec beaucoup de précision. Il était très précis et très obsédé par ce bruit de la tronçonneuse. Parce que, voilà, donc le bruit, c'est un univers de bruit, un univers de son, plus qu'un univers, disons, de musique au sens classique du terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, d'une certaine manière, le cinéma d'horreur a inventé, et particulièrement Toby Hooper, qui existait assez peu dans le cinéma autre, on pourrait dire plus traditionnel. Alors, la même année, je crois, ou l'année d'après, il y a un autre film très important dont je ne présenterai pas d'extrait et qui est presque à l'opposé du point de vue esthétique, puisque là, on est dans un film où il y a beaucoup d'argent, avec un tout autre budget. C'est L'Exorciste de William Friedkin, bon film qui sera aussi un énorme succès. Et Friedkin sort du premier gros succès de sa carrière après avoir fait 4-5 films pas très vus, qui étaient donc French Connection, et
il décide de demander à Bernard Herrmann, donc, qui était voilà, ce compositeur dont je parlais tout à l'heure, qui était dans une période un peu flottante de sa carrière, puisqu'il avait été, comme vous le savez sans doute peut-être, viré par Hitchcock à l'époque du Rideau déchiré, donc en 66. Il était parti se réfugier en Angleterre. Il faisait beaucoup de direction d'orchestre, mais il avait fait également 2 films qui relèvent un peu du cinéma d'horreur à cette période. Un film anglais que je connais pas, enfin que j'ai pas vu, qui s'appelle Twisted Nerve, mais dont on connaît un peu le thème, le thème aussi. Il y a un thème au sifflement que Tarantino a repris dans Kill Bill, qui est un thème assez connu du coup, plus que le film lui-même. Et puis un film, alors je ne sais pas si c'est avant ou après, ou pas à peu près dans cette période, un film d'horreur qui a aussi ses amateurs, qui s'appelle It's Alive, le monstre est vivant de Larry Cohen, le créateur des Envahisseurs par exemple, mais qui a fait aussi beaucoup de films d'horreur derrière, où Herrmann avait fait une partition plutôt vraiment intéressante à cette période. Donc il était quand même, dans les compositeurs, on va dire, venant du cinéma classique, celui qui était identifié comme étant susceptible de pouvoir, bon, à cause de Psychose bien sûr, mais pas seulement, de pouvoir travailler là-dessus. Bon. Friedkin rencontre Herrmann, il l'a raconté lui-même, il me l'a raconté, enfin il me l'a raconté à moi, mais il l'a raconté aussi dans son autobiographie à plein d'autres gens. Il demande à Bernard Herrmann de venir voir le film, et après la projection donc, du premier montage de ce film, Herrmann lui dit qu'il sait très bien ce qu'il va vouloir faire, qu'en gros il veut mettre de l'orgue d'église. Bon. Et Friedkin réagit. D'abord, Herrmann ne lui demande absolument pas, en gros, ses idées musicales, enfin, qu'est-ce qu'il pouvait avoir en tête. Bon, déjà, Friedkin, qui était sans doute assez arrogant à l'époque, est assez, on dirait, un peu vexé. Et en gros, quand Herrmann lui dit qu'il veut mettre de l'orgue d'église, Friedkin trouve que c'est la plus mauvaise idée possible. Donc, l'affaire s'arrête là. Herrmann, qui était un personnage assez difficile, claque la porte, et Friedkin, bon voilà, ça s'est pas passé. Ensuite, Friedkin contacte Lalo Schifrin, qui était très connu à l'époque à cause de ses musiques de série, mais également l'inspecteur Harry, Bullitt et ainsi de suite. Bon. Et qui était capable aussi de faire de la musique dissonante. Lalo Schifrin était un musicien qui avait une formation très classique, qui avait étudié avec Olivier Messiaen. Enfin bon. Donc il demande à Schifrin, et là, de nouveau, Schifrin, lui, par contre, fait une partition, écrit, enregistre, et ça ne marche pas. C'est-à-dire que Friedkin refuse, et Schifrin était très, là il l'a raconté lui-même plus tard, beaucoup plus tard, extrêmement vexé et blessé par ce refus. Bon, finalement, il finit par se tourner vers ce qui sera la bande-son du film, c'est-à-dire un mélange de musique préexistante et particulièrement de la musique contemporaine, en particulier du Penderecki, compositeur polonais, et de Hans Werner Henze, donc compositeur allemand qui avait travaillé un peu avec Alain Resnais, donc dans des esthétiques très très différentes dans les années 60, enfin qui était plutôt quelqu'un, voilà, un musicien contemporain vraiment pur et dur. Et puis le thème de Tubular Bells de Michael Field, donc qui n'est pas très présent dans le film d'ailleurs, mais enfin qui est resté comme un peu le gimmick musical du film. Et du coup, ça donne quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans le film et qui aussi dit quelque chose de ce que sera la musique du film de cinéma d'horreur de cette période, c'est-à-dire une musique fondée sur la dissonance, souvent, alors soit de la musique contemporaine elle-même, c'est un truc que Kubrick reprendra dans Shining, que je ne vous montrerai pas d'extrait non plus. Bon, il avait évidemment déjà un peu fait à sa façon, d'une autre manière, dans 2001, choisir des morceaux de Ligeti, des choses comme ça. Mais dans Shining, il reprendra Penderecki, il y a du Ligeti à nouveau, et donc on sera dans le même type d'esthétique musicale. Bon, et alors... Je parlais de ça parce qu'il y a un autre cinéaste, je parlais de Bernard Herrmann en particulier, de sa rencontre avec Friedkin aussi, parce qu'il y a un autre cinéaste qui, à l'époque, va aller rechercher Bernard Herrmann aussi, c'est Brian De Palma. Il le raconte d'ailleurs dans le documentaire qui vient de paraître en DVD récemment, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Brian De Palma, un film donc qui est essentiellement un long entretien avec De Palma, ponctué d'extraits, réalisé par Noah Baumbach et Jake Paltrow, et qui est un film à la fois d'une simplicité absolue, puisque c'est vraiment un entretien film. Bon. Et c'est passionnant, franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Il avait été diffusé sur Arte, d'ailleurs, il y a quelques temps, et c'est absolument passionnant. Bon. On apprend beaucoup de choses sur De Palma, et on apprend beaucoup de choses sur le personnage lui-même, sur... voilà. Et il parle donc du rapport à la musique, qui est assez important chez lui, et
il dit donc au moment de... Lui, il était fasciné par les films d'Hitchcock, évidemment, et donc par les musiques de Bernard Herrmann. Et au moment de faire Sisters, qui doit être déjà son 5e ou 6e film, parce que lui aussi, comme Friedkin, il avait fait des films très indépendants qui avaient eu assez peu de succès, assez peu de diffusion. Au moment donc de faire Sisters, de Sœurs de sang, il avait posé des musiques de Bernard Herrmann, de Psychose et de Vertigo sur le premier montage. Et il se dit avec son monteur, Bernard Herrmann, il est devenu quoi on ne pourrait pas le contacter. Donc il contacte Bernard Herrmann, et cette fois-ci, ça se passe bien. Et là, la musique... Alors, c'est intéressant parce que dans Sisters, Bernard Herrmann utilise du Moog, c'est-à-dire, vous voyez, cette espèce de machine qui produit des sons un peu psychédéliques, on pourrait dire. Et il faut dire que Bernard Herrmann avait été un des premiers à utiliser... dans les début des années 50, un instrument qui était l'ancêtre de tous ces instruments électroniques, qui était le thérémine, inventé par un Russe d'ailleurs, Léon Thérémine. Et c'est vrai qu'Herrmann a été toujours quelqu'un qui était aussi un pionnier dans l'utilisation de certaines sonorités. Bon, et donc il utilise ça dans Sisters. Ensuite, il fait Obsession, qui n'est pas du tout un film qui est lui assez... Enfin, qui n'est pas radicalement à l'opposé du film d'horreur, mais qui n'est pas un film d'horreur, et qui... c'est une grande partition de Bernard Herrmann, mais beaucoup plus classique, beaucoup plus à la Vertigo, puisque le film lui-même fait beaucoup référence à Vertigo. Et malheureusement, comme vous le savez, après Taxi Driver, qui vient juste après Obsession, ou qui est une des musiques les plus ambitieuses de Herrmann, Herrmann meurt à la sortie d'une séance d'enregistrement ou le lendemain. Bon. Donc, De Palma se retrouve orphelin, entre guillemets, de son compositeur avec lequel il avait l'intention de continuer. Et donc, il se demande qu'est-ce qui... Bon, et il avait vu un film de Nicholas Roeg, très beau d'ailleurs, qui flirte avec le cinéma d'horreur, donc qui s'appelle Don't Look Now, ne vous retournez pas, avec Donald Sutherland et Julie Christie, donc film anglais, assez angoissant, qui se passe à Venise, avec une histoire d'un couple qui a perdu un enfant et qui est vraiment dans une folie, bon, avec beaucoup d'hallucinations. Et cette musique donc d'un compositeur qui s'appelle Pino Donaggio, pardon, qui est un type qui vient plutôt de la variété à la base, qui a beaucoup fait d'arrangements pour les chanteuses, et qui se retrouve curieusement à faire de la musique de film sur une esthétique assez différente. Et donc De Palma flash sur cette musique et il décide de demander à Pino Donaggio de faire la musique de Carrie, dont je vous propose de voir un extrait qui est un moment... J'espère que vous avez déjà vu le film, parce que ce serait dommage sinon. Mais enfin bon, voilà, c'est un moment important et un moment clé, on va dire, de la fin du film. Là, c'est complètement autre chose de ce que j'avais montré avant, bien sûr. Pino Donaggio a fait une musique
on pourrait dire post-hermanienne, qui tient quand même pour une part de l'esthétique de Bernard Herrmann, mais avec quand même une touche très personnelle que j'aime bien en général dans les films de Palma de cette période, qui sont pour moi la meilleure période, enfin, je ne suis pas le seul à le penser, je pense, c'est-à-dire une touche mélancolique avec cette espèce de motif au piano ostinato qui est à la fois un peu hermannien, mais qui a cette dimension mélancolique un peu dépressive qu'il y a souvent dans les musiques de Donaggio de cette époque, qui flirte parfois avec le mauvais goût, mais comme De Palma lui-même aime le faire. Et je trouve que cette dimension mélancolique, elle donne justement à travers l'utilisation de la musique, elle donne une autre lecture de la scène. C'est-à-dire que c'est pas simplement une scène d'horreur juste pour voilà créer comment dire une dimension de peur, et plus que de peur, de terreur chez le spectateur. Il y a quelque chose de plus profond et c'est la musique qui le donne. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça vient de cette jeune fille qui vit dans cet univers ultra religieux qui est géré par sa mère, qui est comme une folle totale, qui vient de se prendre un seau de sang sur la tête au moment du bal de l'école, qui est vraiment un personnage beaucoup plus profond que, d'une certaine manière, une simple voilà, fille dotée de pouvoirs paranormaux tels qu'on aurait pu l'imaginer. Bon, ça vient d'un roman de Stephen King, et c'est vrai que là, et effectivement, il y a des changements de style dans l'intérieur de la musique, en particulier à la fin. Vous avez une musique beaucoup plus presque classique, avec ce plan quasi tableau de la crucifixion de la mère, qui est vraiment un plan qui fait référence quasiment à la peinture italienne, on pourrait dire, et avec une musique extrêmement douce comme ça, qui est aussi un contrepoint, je trouve, très intéressant par rapport à ce qu'on entend souvent, où on est plutôt dans l'intensité, mais c'est vrai que cette utilisation de la musique presque douce, presque easy listening dans certains cas, elle a été parfois utilisée de manière assez brillante dans certains films d'horreur italiens. Je pense en particulier à Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, où la musique je crois que c'est Riz Ortolani, donc un des compositeurs italiens de cette période, elle est complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer du film. Quand vous écoutez la BO, vous n'avez pas du tout l'impression que ça va être un film sur le cannibalisme. Bon, c'est une musique extrêmement douce, oui, assez mélodique, qu'on peut écouter très bien, d'ailleurs, sans référence aux images, mais qui est pas du tout, voilà, qui va pas dans le sens de ce qu'on imagine être le sens de l'image. C'est un contrepoint. Et là-dessus, il y a ces petite dimension là aussi dans cette affaire-là. Il y a ce mélange, voilà, entre cette esthétique hermanienne quand même dans la répétition, dans ce jeu, voilà, et puis ce côté presque un peu doucereux, mais sans que ce soit des péjoratifs dans ma bouche, de certains aspects de la musique. Bon, c'est un moment. Donc De Palma va continuer avec Donaggio, et ça c'est une autre histoire que je ne vais pas vous raconter ce soir. Il a fait beaucoup de films avec lui, puis ensuite il a travaillé avec d'autres compositeurs. Il est revenu à Pino Donaggio récemment dans ce qui est peut-être son meilleur film à mon avis de ces dernières années, c'est-à-dire Passion, où il renoue un peu avec l'esthétique justement de cette période fin 70, début 80, avec un certain bonheur à mon sens. Et voilà. Alors, je vais faire un retour en arrière maintenant tout de suite pour aller vers l'Italie, puisque c'est aussi l'autre grand pays du cinéma de genre, et notamment du cinéma d'horreur. Le raccord se fait bien parce que Donaggio est d'une part italien d'origine, et il a aussi travaillé avec le cinéaste dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire Dario Argento, beaucoup plus tard dans une partie un peu américaine de la carrière d'Argento, sur des films qu'il a fait dans des séries un peu, enfin comment dire, des collections de films d'horreur. Donc Argento, c'est l'autre face, on va dire, du cinéma d'horreur donc italien. Alors, il y a ce livre que je vous recommande si vous aimez Argento, si vous vous intéressez à tout ça, parce que c'est son autobiographie, donc, qui s'appelle tout simplement Peur, et qui est assez passionnante, surtout évidemment dans les parties qui nous intéressent le plus, les années 70, voire 80, qui est bien écrite et qui parle pas mal de musique, d'ailleurs, de manière ponctuelle, pas en détail, mais en tout cas qui revient régulièrement. Comme quoi, tous ces cinéastes-là, finalement, à un moment donné, ils s'expriment toujours sur la musique. Ça veut bien dire que c'est pas quelque chose de négligeable pour eux. C'est vraiment c'est quelque chose qui fait entièrement partie de leur rapport à la mise en scène. Bon, ça me paraît très clair.
Argento, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a baigné dans le cinéma, on pourrait dire, puisque son père était vendeur, enfin, s'occupait des ventes internationales des films italiens, et sa mère photographiait des actrices. Donc, il voyait passer Gina Lollobrigida ou Sofia Loren, par exemple, chez lui, et Fellini venait prendre le café. Enfin, bon, bref, il a vécu dans ce monde du cinéma, et donc il a commencé sa carrière de cinéaste après avoir été un peu critique et scénariste en 69, donc avec L'Oiseau au plumage de cristal. Qui sort en 70 et qui aura beaucoup de succès, qui est un film que j'aime beaucoup, et où il travaille avec Ennio Morricone, de manière très naturelle, on pourrait dire, parce qu'à la fois c'était un ami de son père, et c'était aussi, n'oublions pas que Argento a été le scénariste, le co-scénariste de Il était une fois dans l'Ouest en 68 avec Bernardo Bertolucci et Sergio Leone, musique évidemment d'Ennio Morricone, et il était aussi le scénariste d'un autre film moins connu qui s'appelle Metti una cera scena, ça s'appelle en français Disons un soir à dîner, un film un peu érotisant avec Trintignant, où il y a une bossa nova, enfin il y a une très très belle bande originale de Morricone. Donc il y avait un lien naturel entre Morricone et Argento qui s'est fait à travers dès son premier long métrage. Et donc je vais vous montrer un extrait qui se situe vraiment dans les débuts du film. Et là vous allez entendre un Morricone qui n'est pas celui qu'on identifie le plus, c'est-à-dire un Morricone assez travaillant plutôt sur la dissonance, sur quelque chose d'un peu comme ça souterrain. C'est pas le Morricone très mélodique qu'on connaît dans d'autres domaines. Coraggio, apra! Non posso entrare! Su, cerchi di farsi forza! Coraggio, avanti! Chiami la polizia! Aiutami. Bon, c'est une séquence que je trouve sublime personnellement, qui je ne vais pas analyser en détail parce qu'on y passerait la soirée, donc, et puis ça excéderait largement la question dont je suis censé m'occuper, c'est-à-dire la musique et on va dire le son, qui est malgré tout crucial dans cette séquence, puisque que j'aime dans le travail de Morricone, qui est quand même un musicien qui comprend extrêmement bien le cinéma, c'est on a l'impression qu'il a pensé cette musique avec le son. Comme vous l'avez vu, il y a un travail sur le son qui est hyper intéressant, puisqu'on a sur plusieurs plans sonores avec ces deux vitres qui encadrent on pourrait dire l'extérieur et l'intérieur. Ce personnage bloqué, donc, qui est la figure, on va dire, du spectateur impuissant, qui reprend d'une certaine manière Fenêtre sur cour ou Blow Up d'une autre façon, puisque Argento était influencé à la fois par Hitchcock et par Antonioni. Et le travail de Morricone est très intelligent avec ses effets de
cloche ou de je ne sais pas exactement ce que c'est qu'il utilise dans la dernière partie, avec cette dimension de répétition aussi, et quelque chose qui se mêle extrêmement bien avec les sons qui sont à la fois parfois totalement étouffés par ces deux vitres, mais en même temps, il suffit juste d'un claquement de fenêtre, enfin, ou voilà, qui pour s'intégrer dans cet univers sonore global qui est à la fois léger et en même temps très fort. Je trouve ça c'est assez puissant. Alors, il ne faut pas oublier que Morricone, qui est quelqu'un qui savait un peu tout faire, avait une formation extrêmement solide. Il était au conservatoire de Rome à Santa Cecilia, et il avait un groupe de musique contemporaine avec lequel il a travaillé régulièrement pendant une assez longue période. Donc il avait cette culture de la musique contemporaine, et en même temps il avait été arrangeur et compositeur pour la Rai, donc il avait aussi cette culture de la variété en même temps. Et du coup il est capable de faire des choses extrêmement variées. Et chez Argento d'ailleurs, pour les 3 films qu'il a fait avec Argento à cette période, c'est-à-dire donc L'oiseau au plumage de cristal, Le chat à 9 queues et 4 mouches de velours gris, qu'on appelle la trilogie animalière, avec donc des titres d'animaux assez marquants à chaque fois. Il a travaillé sur des formes. Il y a à la fois des choses qui relèvent quasiment de la berceuse chez Morricone dans certains des films. Je pense au chat à 9 queues par exemple, mais même enfin des choses très mélodiques, presque enfantines, et puis des choses qui vont vraiment dans la dissonance, vraiment dans l'abstraction. Et ça, c'est tout Morricone. C'est pour ça qu'il est aussi très fort enfin comme voilà. Et du coup, Morricone, alors, il va y avoir une fâcherie avec Argento ou avec le père d'Argento, je sais pas très bien, parce que le père d'Argento produisait des films de son fils, donc à cette époque. Bon, j'ai pas très bien compris parce qu'il s'étend pas vraiment clairement là-dessus dans son autobiographie. Et donc Argento, je vais y venir, ira vers d'autres musiciens. Et il retrouvera Argento 25 ans plus tard pour un film qui s'appelle Le syndrome de Stendhal, dans lequel joue Asia Argento, la fille de Dario. Et pour ce film qui est assez puissant aussi, qui est certainement le meilleur Argento d'après son âge d'or, Morricone composera une espèce d'ostinato, une musique complètement obsédante à base d'un motif comme ça qui se répète. C'est inspiré apparemment d'une passacaille espagnole, et voilà, c'est une musique dans la grande séquence du film qui est une séquence qui se passe au musée, qui rappelle celle de Vertigo, mais aussi celle de Pulsion de Palma. Il y a ce motif quand Argento est submergé par les tableaux, le syndrome de Stendhal. Bon, il y a cette musique qui est assez puissante à ce moment-là, et qui joue un rôle important. Suite au succès énorme rencontré par ses premiers films d'Argento, il y a beaucoup de films qui lui-même donc n'a pas inventé le genre qui s'appelle le giallo, c'est-à-dire ce genre où le personnage principal est en général un assassin qui assassine souvent des femmes à l'arme blanche, au couteau. Morricone, donc il y a beaucoup de films qui vont se faire avec d'autres cinéastes où le nom d'un animal sera présent dans le titre. Alors, il y a un film qui s'appelle en italien Una lucertola con la pelle di una donna, ça s'appelle Le venin de la peur en français, c'est un lézard avec une peau de femme, qui est avec une très belle musique de Morricone. Pardon. Il y a La tarentule au ventre noir, il y en a pas mal, il y en a plusieurs, et il y a tout un tas de giallo du coup qui vont quand même se situer un peu dans le cinéma post-argentin, on pourrait dire déjà, alors que c'est tout nouveau. J'ai choisi, alors du coup je voulais montrer un extrait d'un autre cinéaste, enfin d'un autre type de film que ceux d'Argento, parce que Morricone a à peu près fait les musiques de tous ces films-là, et il déploie son art sur plusieurs niveaux. Donc d'une part la dissonance, souvent dans des moments un peu intensifs, mais d'autre part la mélodie. Donc voilà, ce jeu sur des mélodies très aussi un peu mélancoliques. Là, on reconnaît aussi le côté Donaggio, que ce que Donaggio sûrement a aussi un petit peu emprunté à Morricone. Il y a des moments qui relèvent presque du free jazz dans certains de ces films-là, et puis des moments assez pop que Morricone a aussi extrêmement bien pratiqué. Alors, je vous propose de regarder l'extrait d'un film beaucoup moins connu, donc, qui s'appelle « Mais qu'avez-vous fait à Solange ?» de Massimo Dallamano, qui est un de ces films italiens qu'on a beaucoup redécouvert ces dernières années, et qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc c'est le début, c'est le générique et la séquence d'ouverture.
Perché no? Lo desidero anch'io, Enrico. Lo desidero quanto te. Ma non in questo modo. Tu mi ami ma non hai fiducia in me. Vero? No. Presto sistemerò tutto. Vedrai. È solo questione di tempo. Elizabeth, voglio che tu sia felice. Cos'è stato? Laggiù, sulla riva. Ho visto qualcuno. Ma santo cielo, Elizabeth. Che te ne importa? Non può vederci nessuno. Si vous voulez en savoir plus, il faudra voir le film en entier. Il doit être disponible en DVD encore, je pense. Enfin, il l'était à une époque. Alors, bon, c'était un petit moment que je voulais vous passer parce que on voit le travail de Morricone sur les giallo qui mélange souvent une certaine sentimentalité, une dimension érotique et une dimension de terreur. Donc finalement, Morricone s'adapte assez bien à ça, avec ce thème très beau d'ailleurs, moi je trouve, en tout cas très morriconien de l'époque, qui est ça quand même pour moi sa plus grande... Enfin bon, après, ça c'est une discussion plus large sur Morricone, mais j'avoue que je suis particulièrement sensible à titre personnel sur ces musiques de cette période-là. Et puis le moment où évidemment après on passe à autre chose, avec quelque chose de tout de suite d'un peu plus dissonant comme ça, mais très léger. Encore une fois, Morricone n'a pas la main lourde en général, et je trouve qu'il est fin dans son approche, y compris quand c'est parfois très brutal. Donc bon, c'est un petit moment, mais il y en a plein d'autres dans ces films dont je parlais, dans ces films parfois au titre animalier ou pas, dans ces films, dans ces giallo, il n'y a pas que Morricone d'ailleurs qui a travaillé, mais enfin il est vraiment très associé à ça, et c'est toujours intéressant avec Morricone. Ce que j'aime bien dire toujours avec Morricone, c'est que il est à la fois le compositeur de Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, bon, et Belleone et plein d'autres, mais aussi voilà, de tout ce cinéma de genre italien qu'il a vraiment accompagné d'une façon absolument fondamentale. C'est-à-dire, je pense que ces films ont beaucoup bénéficié des bandes originales de Morricone, qu'on a beaucoup redécouvert. D'ailleurs, on a redécouvert les bandes originales avant même de redécouvrir les films, grâce au génie de Morricone. Et du coup, ça a vraiment contribué largement à faire revoir, à permettre de voir ou de revoir ces films, qui sont souvent d'ailleurs plus intéressants que ce qu'on aurait pu penser au départ. Enfin, bon, il y a des amateurs purs et durs de giallo, mais moi je sais pas si j'en fais partie, mais en tout cas je trouve que c'est souvent des films assez passionnants. Je vais revenir à Dario Argento, qui donc se trouve, après avoir fait cette trilogie animalière dont je parlais avant, fait un autre film plus mineur, qui est assez différent, qui s'appelle 5 jours à Milan, que j'ai pas vu d'ailleurs et qu'on voit en général pas, sauf dans des rétrospectives Argento. Et puis il va arriver à ce qui va être un peu un moment clé dans sa carrière, c'est-à-dire Profondo Rosso, Les frissons de l'angoisse. Et là, donc, plus de Morricone. Donc, on est en 74, le film sort en 75, donc on est vraiment mis aux années 70. Et là, la première idée que Argento a, et il le raconte dans son autobiographie, c'est de demander à Pink Floyd de faire la musique. Bon, finalement, trop compliqué. Donc, il se tourne vers Giorgio Gaslini, qui était un compositeur italien, un pianiste de jazz, avec lequel il avait travaillé sur ce film précédent, 5 jours à Milan, qui avait aussi travaillé avec Antonioni à l'époque pour la Notte, dans les années 60. Bon, Gaslini fait quelques musiques pour son film, et Argento n'est pas vraiment satisfait, il trouve que c'est trop jazz. Bon, donc ça marche pas. Il en restera quand même quelques motifs à l'intérieur du film. C'est-à-dire que le personnage principal des frissons de l'angoisse, Profondo Rosso, donc joué par David Hemmings, qui était l'acteur aussi de Blow Up, et pianiste de jazz. Donc il y a aussi voilà, cette dimension qui apparaît dans le film. Et il cherche un peu voilà, à trouver ce qu'il voudrait. Et il tombe sur... voilà, il voudrait finalement Deep Purple. Bon, trop cher ou pas, trop compliqué. Bon, enfin voilà, ça ne marche pas. Et un ami à lui parle d'un groupe qui s'appelait à l'époque Oliver, groupe de rock progressif, en lui disant ils ont publié un album, ça peut t'intéresser. Et c'est ce groupe qui va devenir les Goblins et qui va être voilà, accompagné donc Morricone, Argento dans sa période la plus puissante, je pense, c'est-à-dire deuxième moitié des années 70, début des années 80.
Et c'est presque un motif d'une musique des Gobelins. Et effectivement, la rencontre va se faire donc, pour ce film Les Frissons de l'Angoisse, où les Gobelins vont, donc, dont le leader s'appelle Claudio Simonetti. Après, ils vont se séparer. Il y a plusieurs versions des Gobelins qui existeront. Et bref, ça c'est une autre histoire. Et donc, ils vont composer, en particulier pour ce film, une musique qui viendra ultra célèbre, qui va se vendre énormément en disques et qui va faire beaucoup pour la renommée des Frissons de l'Angoisse, qui est un film vraiment assez magistral, que je vous propose de regarder et d'écouter tout de suite. C'est devenu un grand classique et une musique marquante de tout ce cinéma des années 70. D'ailleurs, Argento raconte qu'aujourd'hui encore, et parfois il entend dans la rue des gens qui ont cette musique en sonnerie de téléphone, justement. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rire tout à l'heure quand j'entendais une sonnerie de téléphone. Mais c'est vrai qu'elle s'adapterait sans doute très bien avec ce motif comme ça, très efficace, très répétitif, que d'ailleurs Argento dit avoir, enfin pour les Gobelins, ils sont un peu inspirés justement de cette musique de Tubular Bells là, de Michael Field qu'on entend dans L'Exorciste. Donc il y a ce lien, il y a cet aller-retour entre l'Italie et les États-Unis comme ça qui se fait pas mal. Et c'est vrai que c'est une musique qui signale toujours l'arrivée des meurtres, c'est-à-dire qui est associée au meurtrier qui va commettre ses crimes au couteau. Et d'ailleurs, entre parenthèses, bon, c'est un détail mais amusant qui n'a rien à voir avec la musique, mais les mains des assassins dans les films d'Argento, on en voit la main gantée, ce sont toujours celles de Dario Argento lui-même. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, ce qu'il raconte, ce qui est assez amusant, mais pas très étonnant, parce qu'il y a quand même une dimension d'esthète un peu. Enfin, ça serait un autre sujet, là, le rapport entre l'art et le crime, qui est très marquant et marqué chez Argento. Bon, Argento, il utilise la musique de manière assez, enfin pas massive, mais il y va assez franco, on pourrait dire. Et ça marche en général très très bien. Il y a cette dimension baroque. Évidemment rock et baroque, qui est assez remarquable. On est vraiment dans l'esthétique de ce qu'on appelle le rock prog, c'est-à-dire effectivement on voit bien pourquoi il aurait voulu Deep Purple ou Pink Floyd, même si les Gobelins ont fait ça très très bien et peut-être mieux d'ailleurs que ce qu'auraient fait ces groupes-là plus connus. En tout cas, il y a une rencontre qui s'est faite et qui a vraiment servi les deux de façon, je dirais, cruciale. Le film suivant va être l'apothéose, à mon avis, à la fois d'Argento et des Gobelins, c'est Suspiria, donc vous verrez tout à l'heure si vous restez à 21h, et qui est quand même un chef-d'œuvre absolu à mon sens. Enfin bon, il ne faut jamais dire ça avant, parce qu'après les gens se disent « ouais, non, il exagère ». Bon, bref, vous verrez par vous-même. Et là, c'est une des musiques les plus... alors là, il y a une musique vraiment barrée, une musique assez folle, avec une dimension aussi sonore assez puissante. Et Argento raconte
raconte qu'il avait fait un voyage en Grèce avec sa femme de l'époque et qu'ils avaient ramené des instruments grecs, le bouzouki, tout ça. Enfin, que ça a nourri, qu'il a infusé ça dans la musique des Gobelins pour Suspiria, qui est un film sur la sorcellerie, voilà, qui sort du giallo, c'est la veine, je dirais féminine entre guillemets de Argento, giallo étant plus masculin et surtout plus psychédélique, on pourrait dire, en ce qui concerne le cinéma d'Argento. Et du coup, les Gobelins s'en donnent à cœur joie. C'est leur musique, voilà, moi je trouve la plus forte, la plus puissante. Je vous propose de voir un extrait un peu plus long qui donne une idée assez forte à la fois du thème principal et puis d'autres aspects que je qualifierais de plus sonores. Toujours cette dimension sonore de rapport au son qui est très marquée dans cette musique des Gobelins. Là, c'était un peu la totale, si je puis dire. Mais non, ce qui est très beau dans la séquence, du point de vue musical notamment, bon, il y a évidemment le thème de début, qui est le thème, bon, que je vais pas vous chanter, mais qui est le thème obsédant de Suspiria, qui revient tout le temps. Puis après, il y a ces effets sonores qui sont assez marquants, qui tiennent là, du coup, sans doute d'une partie de musique électronique, puis aussi ce jeu sur les voix, les chœurs, les soupirs, les chuchotements, enfin quelque chose comme ça qui est assez indescriptible d'une certaine façon à partir du moment, et aussi la façon dont il arrête la musique à 2 reprises pour arriver dans un moment de quasi-silence où alors il y a juste ce petit bruit du rasoir qui essaye de soulever le loquet et qui est assez presque plus inquiétant. C'est que les moments de silence sont presque plus inquiétants que les moments où il y a de la musique et ils sont aussi importants en tout cas. Et c'est l'alternance des deux là-dessus. Argento il est souvent très fort parce que même dans Profondo Rosso, dans Les Frissons d'angoisse, il y a aussi des moments comme ça où il se passe pas grand-chose, où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Évidemment, ça prépare l'intensité maximale qui va arriver derrière. Et c'est dans cette alternance-là que ça fonctionne. S'il y avait que des moments forts, ça ne pourrait pas fonctionner. Et du coup, c'est pareil pour la musique. Voilà, cette musique très très bizarre aussi, finalement, très très difficile à décrire au fond et presque indescriptible. Qui a là aussi l'impression qu'elle émane un peu de l'intérieur, notamment dans le moment où elle est dans cette espèce de truc de ressort. Je ne sais pas très bien ce que c'est, de fil de fer là. On a l'impression que la musique arrive des objets, enfin arrive de cet univers mental au fond très stylisé. Il y a une dimension dans laquelle Argento et les Gobelins excellent, c'est cette dimension d'immersion. Il y a une volonté d'immersion du spectateur qui est aussi quelque chose qui est marquant dans l'évolution de la musique au cinéma. Les années 70, c'est vraiment le moment où on arrive à ça. Et cette dimension aussi à la fois, je dirais, opératique, qui passe évidemment par les couleurs, par le jeu sur l'espace et le découpage, sans mauvais jeu de mots, et puis aussi quelque chose qui passe aussi par la musique
musique et le son. Enfin, je dirais, il y a une recherche chez Argento, moi je trouve, et la musique il participe pleinement de l'art total, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'art total, surtout dans Suspiria, mais même dans d'autres films, mais enfin particulièrement dans Suspiria, où voilà, c'est pour ça que c'est aussi sans doute son chef-d'œuvre, parce que c'est là qu'il est allé le plus loin, et sans doute là où il est mieux parvenu à ce à quoi sans doute il visait de façon explicite ou implicite. Alors pour terminer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je crois, John Carpenter, qui aurait mérité sans doute un cours à lui tout seul, puisque c'est un monument aussi du cinéma de genre et d'horreur, et par rapport à la musique. Bon, Carpenter, je vais aller vite, puisque encore une fois, il reste peu de temps. Fils de musicien, musicien lui-même, mais de manière très particulière. Commence sa carrière à peu près en même temps que Toby Hooper, dont on parlait tout à l'heure, avec Dark Star en 73, film de science-fiction complètement bricolé, une sorte de 2001 Odyssée de l'espace, version lo-fi, comme on dit aujourd'hui en musique, enfin aujourd'hui, il y a déjà un moment, et qui commence donc lui aussi, un peu pour les mêmes raisons que Toby Hooper, à faire la musique lui-même, parce qu'au fond, il n'a pas les moyens de demander à quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, dès Dark Star, c'est le cas. Bon, Dark Star, c'est un film qui aujourd'hui est assez admiré, mais qui, à l'époque, a eu assez peu de spectateurs et d'impact. Et on va arriver au moment, il y a Assaut, qui est déjà un film où la musique joue un rôle important. Donc, Carpenter, j'allais dire Morricone, mais ils vont travailler ensemble une fois d'ailleurs, invente un peu ce minimalisme électronique qui va avoir tellement d'influence à la fois sur le cinéma, mais aussi surtout presque plus sur la musique elle-même. Ça a beaucoup influencé nombreux musiciens qui travaillent avec l'électronique. Et du coup, Carpenter est à la fois une figure culte pour les cinéphiles, mais également pour les amateurs de musique, et évidemment pour ceux qui aiment les deux, comme moi, ou peut-être comme vous aussi. Alors, ce qui est intéressant dans le thème d'Halloween, qui est archi connu aussi, c'est que Carpenter lui-même dit qu'il s'est inspiré à la fois du thème de Profondo Rosso qu'on a entendu tout à l'heure. Il aurait fallu coller les deux. Mais si vous voulez entendre coller les deux, vous serez obligé de m'écouter demain, enfin d'écouter l'émission que je vais faire demain sur France Musique à 13h, qui sera consacrée à Dario Argento, au sens un peu large du terme. Donc on sera dans le même univers, et donc je vais mettre les deux thèmes à la suite, Profondo Rosso et Halloween. En tout cas, il y a une inspiration directe de ce thème d'Halloween qui vient de Profondo Rosso. Et une autre inspiration qui vient de Bernard Herrmann, on y revient toujours, c'est-à-dire que apparemment Carpenter a un peu copié la certaine progression d'accords de Bernard Herrmann, de façon très minimale. C'est pas du tout la même esthétique, parce que évidemment lui encore avait été marqué à la fois par des films de science-fiction des années 50, comme particulièrement Le jour où la Terre s'arrêta, ce film où justement Herrmann utilise l'électronique pour la première fois, donc le thérémine, et évidemment par les films d'Hitchcock. Donc tout ça, le mélange entre Argento, Goblin et Hitchcock, et sans doute même Morricone pour une part, et Herrmann donc a donné ce thème très connu de Halloween. Donc je propose qu'on regarde le début d'Halloween, donc qui est l'ouverture en fait, à la fois le générique et le prologue, qui permet d'entendre le thème au début, et puis une autre dimension, un autre aspect musical important aussi, qui arrive juste derrière.
Michael? C'est le prologue, évidemment, si vous avez vu le film. Je pense qu'on sent bien l'influence de Bernard Herrmann, je pense, sur la deuxième partie, cet extrait en particulier sur Carpenter, à la fois avec des moyens qui sont radicalement différents de ceux de Herrmann, qui avait quand même à sa disposition des orchestres assez conséquents, ou en tout cas des moyens qui pouvaient aller dans des directions assez variées. C'est vrai que dans Psychose, il avait utilisé seulement que des cordes. Enfin, disons que voilà, c'est complètement différent, et en même temps, ça se rapproche. On voit bien que Carpenter a certainement vu et s'est servi de ses souvenirs sûrement de Psychose et d'autres, et que à travers cette musique presque un peu bon marché du point de vue du son, qui est devenu maintenant culte, effectivement, il a créé une esthétique qui est parfois extrêmement minimale. Il y a très peu, par moment, il y a une fréquence, une note, une fréquence, c'est très peu de choses. Il a le sens de la mélodie que n'avait pas Toby Hooper quand il a essayé d'en faire, donc dont je parlais tout à l'heure, parce que le thème de Halloween, même s'il est un peu inspiré par celui des Frissons de l'angoisse, il est quand même très très efficace. Mais on n'entend pas tant que ça pendant le film, d'ailleurs. C'est surtout une marque du début qui reste en tête. C'est une mélodie qui a un côté presque collant dans le bon sens du terme. Et sinon, pour le reste, effectivement, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui parfois est presque un peu facile sur les effets d'électronique qui viennent ponctuer. Alors c'est au fond l'esthétique traditionnelle de la musique au cinéma, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu ce qu'on appelait dans le temps le Mickey Mousing, c'est-à-dire les moments comme dans les dessins animés, mais ça a été aussi utilisé dans plein de films où tout d'un coup la musique vient à un moment donné souligner un geste, un moment, enfin quelque chose qui est fait qui doit être souligné précisément, et que la musique prend en charge. Donc il y a un petit peu de ça, mais en même temps c'est très particulier Carpenter, parce que il y a une dimension un peu, là aussi je reviens sur mes obsessions, c'est une dimension un peu mélancolique aussi presque par moment dans les films de Carpenter et finalement dans les grands films d'horreur de cette période, peut-être pas chez Argento tant que ça, mais encore il y a souvent cette dimension un peu poisseuse, un peu dépressive finalement, qui les rend pas simplement comme des objets qui sont pas simplement des objets entre guillemets ludiques, mais qui sont un peu plus que ça à mon sens, et encore une fois dont la musique participe pleinement à cet aspect-là. Pour terminer, avant peut-être que vous ayez des questions, un dernier extrait qui va dans la même direction, mais qui est peut-être encore plus beau pour moi d'un point de vue à la fois esthétique et musical, c'est Fog, donc Carpenter début des années 80, j'aime beaucoup, où là l'entité qui va attaquer, c'est le brouillard, donc comme le titre du film l'indique, et la musique elle prend en charge le brouillard d'une façon très directe. C'est la musique et le brouillard font corps, on pourrait dire. C'est un peu une seule et même chose, et voilà, je vous propose de voir un des extraits à mon sens marquants de ce film tout de suite. Please, someone! My son is trapped! Andy, run! Run! Mrs. Culbridge, run! Andy, I want you to go to your room. I think I should stay. Right now. Right now. Yes. Right Go to your room. I want to see who it is. No. Can't I stay for 2 more seconds? Okay, I'm going. Mrs. Culbridge? Mrs. Culbridge? Please, my son is trapped. 887 White Beach Lane. Someone get to 887 White Beach Lane. Mrs. Culbridge?
Moi, je trouve que c'est la séquence qui fait le plus peur de toutes celles que je vous ai montrées, mais c'est très personnel. Peut-être parce qu'il y a un enfant aussi. Non, mais c'est très beau parce que chez Carpenter, particulièrement dans Fog, qui est pour moi un de ses plus beaux films, il y a une dimension poétique, tout en étant dans l'ordre de la terreur. Il y a une dimension de conte, et il y a dans cette séquence, on voit bien que la bande son chez Carpenter, c'est un tout, comme chez tous ces cinéastes dont je parlais finalement depuis le début, c'est-à-dire il y a à la fois voilà ces musiques très minimales, surtout dans la première partie. Vous avez, là aussi, c'est une note, mais assez efficace quand même, qui a quelque chose de perçant presque, qui marche vraiment. Et puis après, il y a des moments où il n'y a plus de musique, puis de nouveau la musique revient, mais avec quelque chose d'assez léger, entre guillemets. Et il y a en même temps la voix. Bon, évidemment, c'est un film sur la radio, c'est pour ça que je suis particulièrement sensible à ce film. Il y a la voix de la mère, de cette animatrice qui est en même temps la mère de l'enfant. Il y a ces bruits de la porte qui cogne. Voilà, c'est cet univers sonore assez simple. C'est toujours assez simple, Carpenter, et en même temps, c'est extrêmement fort. Je trouve qu'il atteint une espèce de puissance qui me rappelle, moi, un cinéaste que j'aime beaucoup, beaucoup plus ancien, et avec moins de dimension musicale, Jacques Tourneur. C'est-à-dire quelque chose qui travaille à la fois avec le visible et l'invisible, et avec lequel la musique justement joue un rôle, dans lequel la musique joue justement un rôle de lien entre le visible et l'invisible très très fort. Et c'est l'intelligence de Carpenter surtout à cette période-là. Alors après, Carpenter fera aussi du hard rock plus tard dans les années de 90. Je suis un peu moins convaincu. D'ailleurs, il y a aussi toute une dimension que j'ai pas du tout évoquée qui existe, du métal, du hard rock mais c'est plutôt après, pas tellement dans cette période-là. Moi qui est moins ma tasse de thé, je dois dire, mais peu importe. Et en tout cas, voilà, je trouve que pour terminer, je dirais deux choses. C'est-à-dire, d'une part, que tous les cinéastes dont j'ai parlé ont inventé une espèce d'univers poétique qui est à la fois un univers de terreur, d'horreur, mais qui est aussi un univers poétique qui passe énormément par la musique, en tout cas comme un tout, musique faisant partie voilà, de cette mise en scène qui va vers une dimension poétique. Et puis que ces cinéastes ont un peu inventé ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis quelques années, le design sonore finalement, c'est-à-dire ce mélange entre des sons de la bande-son, disons, du direct du film, des sons électroniques qui ne sont pas tout à fait de la musique, mais qui en sont quand même de la musique elle-même, qui se mélange avec ces sons. Et que finalement, c'est à travers ce cinéma-là, ces cinéastes-là, et qu'ils soient eux-mêmes musiciens ou pas, mais de toute façon toujours très préoccupés par la musique, que cette invention-là s'est faite, à mon sens, et c'est pour ça aussi que c'est un moment particulièrement crucial de la musique au cinéma, et particulièrement voilà, dans ce travail de cinéma d'horreur.